Eh bien, bonjour Nicolas, bonjour Bruno, bienvenue à tous, bienvenue pour cette édition d'Univers SwiftNet, c'est la 17e. Elle est un peu particulière évidemment puisque nous allons nous retrouver à partir d'aujourd'hui jusqu'au 21 juin, pendant pratiquement tout le printemps avec quelques jours d'avance. Et le 21 juin, nous nous retrouverons en chair et en os. Et d'ici là, nous aurons donc tous ces rendez-vous, parfois chaque semaine, parfois il y a des vacances scolaires, il n'y aura pas de rendez-vous. Et voilà. Et donc ça va nous permettre de discuter de tous les sujets qui sont importants pour vous, amis d'Univers SwiftNet, jusqu'au 21 juin où, Dieu le veuille, nous nous retrouverons en chair et en os pour passer une soirée dédiée à nos retrouvailles, à la rencontre. Et voilà, évidemment faire un peu de business, bien entendu, mais l'essentiel, ça sera quand même de pouvoir se retrouver. Alors j'avais prévu de présenter Bruno et Nicolas qui sont nos invités de ce jour. Et après, en réfléchissant à la longueur de vos titres, etc., je me suis dit que le mieux était que chacun d'entre vous se présente à nos auditeurs. Alors Nicolas, s'il te plaît. Bonjour Hervé, donc je m'appelle Nicolas Cailly. En titre, je vais faire simple et court. Je suis directeur adjoint de nos activités de paiement et de cash management pour Société Générale. Et je suis ravi de vous rencontrer, Bruno et Hervé, pour cette édition un petit peu innovante d'Univers SwiftNet cette année. Merci Nicolas. Et puis un petit mot sur tes responsabilités au sein de la communauté Swift en France, peut-être? Oui, alors je suis également le président de ce qu'on appelle le GUF. Le GUF, c'est le groupement des utilisateurs de Swift en France. Donc à ce titre, je représente la place française devant Swift pour faire évoluer Swift au mieux des intérêts de la place française. Merci Nicolas. Bruno, peut-être à toi? Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, je suis responsable de la partie paiement et encaissement de BNP Paribas au monde. Et je suis basé à Bruxelles sur une entité qui s'appelle Competence Center Cash Management, dont aussi je suis responsable depuis quelques années. Merci Bruno. Alors, vous vous souvenez peut-être qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 3 semaines, j'ai reçu ici dans ce studio Wim Reymakers pour nous parler de la stratégie de Swift. Et le mot principal que Swift emploie pour parler de sa stratégie, c'est de dire qu'ils veulent aller vers un monde des paiements qui soit instant and frictionless. Et donc je propose que ce instant and frictionless soit un petit peu le fil conducteur de notre conversation aujourd'hui. Alors si on disait instant pour commencer, Nicolas par exemple, qu'est-ce que instant veut dire pour toi ? Alors instant, c'est la capacité, en ce qui concerne ce monde des paiements, d'exécuter des paiements dans une fraction de seconde. C'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est né il y a déjà au moins 30 ans sur certains pays. En revanche, on note une accélération absolument incroyable de cette capacité de faire des paiements en temps réel, dans une fraction de seconde, un peu partout dans le monde, et plus spécifiquement en Europe, si on s'y intéresse pour commencer, avec l'avènement de ce qu'on appelle le SCT Instant, qui aujourd'hui déjà représente un peu moins de 10% des paiements européens SCT. Et Bruno, toi, si tu devais donner en un mot ta définition de instant, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que, d'accord avec cette définition-là, mais en plus, il y a la certitude. Des fois, l'instantanéité, elle est importante, mais savoir que ça arrivait à ton compte comme trésorier ou que ça arrivait chez ton client, ça fait partie de l'expérience instantanéité. Ça peut être instantané, mais si on n'est pas au courant, peut-être que ça n'a pas ajouté tellement de valeur finalement. Donc, il faut voir la chaîne complète. Et quand on dit que voilà, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, les paiements instantanés, on cite toujours l'exemple du Japon où les paiements instantanés existent depuis le démarrage de leur première chambre de compensation puisqu'elle a été immédiatement instantanée. Mais la vraie adoption dans le monde de paiements instantanés, ça date d'à peu près il y a combien de temps et ça concerne quelle zone géographique en particulier ? Alors je crois que effectivement, ça dépend un petit peu des zones géographiques. Réellement, l'essor des paiements instantanés, je dirais que il peut se situer il y a 5 ans. Il y a 5 ans que ça a commencé à réellement décoller. Si on regarde en Europe, par exemple, alors un petit peu plus qu'il y a 5 ans, en Grande-Bretagne avec Faster Payment, qui est né en 2008, Bizum plus récemment en Espagne, et si je ne prends que ces deux-là, ou peut-être un troisième en Suède, Swish. Si je prends ces trois-là, on voit des adoptions très très fortes. Et aujourd'hui, en Espagne, on estime que 85% des paiements qui sont faits par les Espagnols sont en mode instant.
On voit l'adoption de Swish qui est une adoption qui double chaque année en termes d'usage. Donc vraiment une accélération très très forte de ces paiements-là en Europe. Et c'est la même chose effectivement sur la zone asiatique avec le Japon que tu mentionnais, mais également tous les pays de la zone asiatique qui se sont très largement mis sur ces paiements, que ce soit Hong Kong, que ce soit Singapour, que ce soit la Chine, et puis l'Asie au sens large du terme avec l'Inde qui est le premier pays aujourd'hui en termes de volume de paiement instant, avec plus de 40 millions de paiements par jour qui sont faits en mode instantané. Et donc ces paiements instantanés, on voit bien à quoi ils peuvent servir dans le monde, disons, du particulier à particulier. Mais est-ce qu'on a des utilisations dans le monde des entreprises et des exemples qui seraient un peu hors normes? Je ne sais pas, l'un d'entre vous, je ne sais plus me parler dans notre conversation, d'un cas d'usage pour le paiement des bateaux à quai, enfin du chargement à quai. Oui. Bon, je vais vous donner quelques exemples peut-être. Mais c'est vrai, juste pour revenir sur la partie individu, c'est vrai que c'est dans les cas dans lesquels les systèmes de paiement étaient peut-être un peu plus en arrière, dans lesquels les paiements instantanés sont d'abord arrivés parce que ça amenait une vraie différence. Après, dans les cas d'usage entreprise, c'est vrai qu'on voit beaucoup des cas, on appelle ça des cas très spécifiques, des niches, un peu pour aider à des situations dans lesquelles le paiement instantané peut changer l'expérience d'un client. Quelques exemples, effectivement, payer une voiture, par exemple le Faster Payments, qui est instantané, mais pas tout à fait. Mais le Faster Payments permettait de débarquer des voitures dans les agences des voitures et les payer en livraison. Ça, c'était quelque chose que Faster Payments avait amené il y a déjà quelques années. Après, aujourd'hui, on peut penser à des assureurs, par exemple, qui doivent payer avec le client au téléphone, faire un paiement. C'est aussi l'instant qui permet que les systèmes de personnes qui sont au téléphone avec le client puissent appuyer sur un bouton, payer en instantané et l'assureur, il reçoit son argent. Donc, c'est des cas très spécifiques. Mais la réalité aussi que la trésorerie doit être aujourd'hui industrielle sur des schémas de paiement qui sont déjà en place depuis longtemps. Donc peut-être ce n'est pas nécessairement une adoption générale, c'est vraiment sur des cas dans lesquels le business et le trésorier trouvent une solution à un problème très spécifique. Et peut-être Nicolas, tu veux parler du cas que mentionnait Hervé. Il y a peut-être un cas qui me vient à l'esprit, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, Bruno. Aujourd'hui, on est sur des cas d'usage particuliers plutôt que sur une généralisation, même si on sent que cette généralisation est en train d'arriver. Sur les cas d'usage particuliers, je pense à cette société de travail intérimaire avec qui nous travaillons chez Société Générale et qui a estimé que ça lui apportait un avantage concurrentiel de pouvoir payer ses intérimaires en fin de semaine, le vendredi soir, pour la charge de travail que ces intérimaires ont fait dans la semaine. Alors on pense à des catégories de personnes qui ont besoin de ces fonds, notamment pour le week-end, pour faire leurs achats. Et aujourd'hui, voilà, un intérimaire qui a travaillé du lundi au vendredi, le vendredi soir, cette société de travail intérimaire paye son employé et l'argent se retrouve sur le compte de manière certaine. Donc ça, c'est un avantage concurrentiel aujourd'hui parce qu'on parle de ces cas d'usage spécifiques. Après, en termes d'adoption plus large, je crois qu'on voit deux choses. D'abord, des plafonds de règlement des paiements instantanés qui se relèvent au fur et à mesure, donc ça intéresse plus les trésoriers d'entreprise. Et puis par ailleurs, certaines communautés qui décident de ne pas faire vivre deux systèmes de paiement différents, le paiement classique SCT en J+1 et le paiement instantané, et qui massivement transfèrent du paiement classique en paiement instantané. Donc je crois que quand on regarde l'accélération, ma conviction, c'est que si aujourd'hui on est à un peu moins de 10% des paiements en Europe qui sont instantanés, il est fort probable que d'ici 3 ans ou 4 ans, on soit plutôt à un paiement sur 3, voire peut-être un paiement sur 2. Donc là, Bruno, tu relevais une chose qui me semble assez importante dans ce débat, qui était la gestion de la trésorerie, pour les banques bien entendu, mais pas uniquement, pour les clients aussi. On a, dans la question de l'instantanéité, finalement, on a deux questions qui sont assez différentes. Il y a celle de la vitesse d'exécution du paiement, l'instantanéité de la réception des fonds, et puis il y a celle du 365/7, qui fait qu'on peut se retrouver à devoir gérer des paiements et donc gérer de la liquidité aussi bien la nuit que le soir ou le week-end. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que je pense que c'est un sujet assez intéressant pour les trésoriers, c'est la base de leur métier.
Oui, c'est clair que le paiement instantané, des fois, c'est du côté du business de l'entreprise où ils doivent s'adapter pour être effectivement différenciés, faire payer dans des moments qu'avant n'était pas possible. Mais ça crée un problème chez le trésorier de dire maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je termine ma journée à 5h, 18h et après il y a encore des paiements qui arrivent. Et donc ça amène toute la question aussi de comment tu peux faire ta liquidité real-time. La réalité, c'est que certains trésoriers n'ont pas besoin de passer dans une gestion de liquidité real-time parce que les montants restent aujourd'hui pas énormes. Donc il y a une certaine liquidité qu'il va falloir gérer. Peut-être qu'on doit réfléchir déjà au next step. C'est que du moment que les paiements instantanés vont devenir des plus grands montants, il va falloir gérer une liquidité qui tourne en week-end et aussi la nuit. Et donc il va falloir avoir des règles assez spécifiques pour que tout ça puisse marcher de façon automatique. Il y a aussi toute la question des API qu'on parlera plus tard, mais c'est que finalement c'est une expérience plutôt on-demand. Je veux savoir à quel moment je veux faire ma position. Peut-être que je vais la faire plus tard dans la nuit et je vais devoir demander c'est quoi le bilan de mon compte et pouvoir le demander plutôt qu'attendre que ça soit relevé, c'est aussi un changement dans la trésorerie qui est en train de se faire et les banques qui sont en train de construire cette capacité de pouvoir leur donner cette visibilité on demand à la demande plutôt que attendre qu'il y ait un rapport qui arrive fin de journée. Ça aussi c'est des changements importants de la trésorerie, mais je dirais c'est d'abord le marché, le marketing des entreprises, les nouveaux business qui font je pense, influence comment la trésorerie doit s'adapter à cette nouvelle normalité qui va continuer. Et comme le dit Nicolas, ça va que s'accélérer dans les prochaines années. Et on a évidemment une question qui arrive tout de suite en disant « Ok, là, tout ce dont on a parlé en matière de paiement instantané était très domestique, très national. Est-ce que déjà en Europe on voit des paiements instantanés qui sont transfrontaliers ou bien comme les Mosellans qui vont travailler en Allemagne, le paiement doit subir un test PCR avant de passer la frontière? J'espère qu'ils ne seront pas affectés par ça. Si on regarde le panorama des paiements, 9 paiements sur 10 sont domestiques en Europe, quel que soit le pays que l'on considère. Ce n'est pas le paiement instantané en tant que tel qui va changer ces flux commerciaux. Pour autant, en effet, il est important de pouvoir construire cette capacité de paiement en dehors des frontières de chacun des pays. Et c'est le cas en Europe. Le modèle de paiement instantané a été construit pour être pan-européen. Donc aujourd'hui, il l'est grâce à 2 systèmes de place. Aujourd'hui, en Europe, on estime qu'il y a à peu près 85% des comptes qui sont atteignables en instant payment, un peu partout en Europe. Donc c'est une vraie réalité. On commence à voir, bien sûr, des paiements instantanés, j'allais dire cross-border en zone CEPA. Et ça croît, et ça va continuer de croître avec les flux entreprises qui vont s'accélérer, ainsi qu'on le disait juste avant. Voilà. Et c'est donc là, on voit bien le contexte pan-européen avec un schème qui est pan-européen et donc on comprend qu'on devrait pouvoir réussir à se débrouiller. Mais finalement, si on passe d'un point de vue complètement transfrontalier en dehors de notre zone euro, et est-ce qu'on peut imaginer avec GPI, Bruno, qu'on pourrait arriver à avoir des paiements instantanés? Peut-être un retour sur GPI d'abord pour tous nos auditeurs qui ne sont pas exactement... je reposerai ma question après. Alors donc, parle-nous d'abord un petit peu de peut-être où on en est avec GPI pour voilà, que tout le monde soit bien au fait de GPI. Oui, bien sûr. Mais GPI, quand même, c'est une initiative que probablement vous savez tous des SWIFT pour que les banques, quelque part, puissent suivre un code de conduite aussi pour que les paiements puissent être plus efficaces, plus rapides, plus performants, plus de transparence sur le temps, le délai, les frais. Donc ça, juste pour la petite introduction, ça change complètement l'expérience d'un paiement international qu'avant on envoyait et on ne savait pas quand est-ce qu'il arrive, est-ce qu'il y aurait des déductions en plus. Et donc cette nouvelle règle, quelque part, a été adoptée par plus de 2000 institutions financières dans le monde. Il y a une adoption exponentielle dans les dernières années. Dans l'année passée, il y a aussi une obligation à donner le dernier statut de crédit sur compte,
qui permet d'avoir une couverture assez large au niveau mondial. Et on peut dire que par exemple la France, avec 40 groupes financiers, il fait 94 % de ces paiements qui sont GPI compliant. Donc ça veut dire qu'on a une couverture très très bonne au niveau de la France dans tous ces paiements à l'émission. Et quand on parle de la Chine, etc., aussi, ils ont par exemple 99% des paiements qui sont GPI compliant. Donc on a quand même une couverture mondiale qui aujourd'hui arrive à les 90% et plus. Et ça permet d'anticiper, d'être informé quand un paiement sera fait, arrivera, quelle déduction, quelle transparence. Donc ça c'est un changement très important. Et je dois dire que, je ne sais pas Nicolas ce que tu penses, mais depuis l'année passée, la croissance a été aussi exponentielle malgré la situation, la crise sanitaire. Le plan était déjà lancé pour que les paiements puissent être GPI compliant partout en fait. Oui, tu as raison, je partage. Hein. On voit une adoption très forte de nos clients, hein, des trésoriers d'entreprise, parce que GPI effectivement répond à la difficulté qu'on avait auparavant de ne pas savoir où étaient les paiements, de ne pas savoir combien de temps ils allaient mettre à l'international, particulièrement dans des zones un peu reculées, en Asie notamment, de ne pas savoir combien ce paiement allait coûter. Et aujourd'hui, on a la vitesse, la transparence, la lisibilité sur les frais. Donc c'est réellement une progression très forte, enfin une valeur très forte qui a donné une progression très forte de ces flux internationaux. Mais pour revenir peut-être à la question que tu posais, parce que tu nous interrogeais sur finalement cette instantanéité en dehors d'Europe, Hervé, je pense que là on arrive à la question du frictionless de ta phrase d'introduction. Comment est-ce qu'on fait des paiements sans friction? Et de ce point de vue-là, il y a encore pas mal à faire. On n'y est pas tout à fait. Et il ne suffit pas d'aller très loin pour qu'il y ait encore des difficultés auxquelles on doit s'atteler. En Europe, si je reprends l'Europe, en dehors des frontières d'un seul pays, on a encore des frictions. La capacité technique à faire du paiement instantané, elle est là. En revanche, parce que les règles ne sont pas parfaitement harmonisées d'un pays à l'autre, notamment les règles de compliance, d'analyse des flux, pour s'assurer que ces flux-là ne sont pas des flux qui vont financer du terrorisme ou de la lutte anti-blanchiment. Ces règles-là sont différentes d'un pays à l'autre, marginalement, mais ça suffit à ce que ça nous demande d'arrêter ces flux parce qu'on a besoin de les analyser. Alors quand c'est un SCT classique, c'est pas grave, on les arrête, on les analyse, et puis dans la journée, on les relâche, le client ne voit rien, le trésorier, il n'y a aucun impact pour le trésorier. Lorsque ce sont des flux instant payment, on n'a pas le temps de faire cette analyse, donc on est obligé de les arrêter. Et ça, en Europe, on estime qu'à peu près 10% des flux instant payment transnationaux sont arrêtés de cette manière-là. Donc ça, c'est au sein de l'Europe, où les règles sont particulièrement harmonisées, même si elles ne sont pas exactement identiques. Dès qu'on dépasse l'Europe, ce problème-là devient majeur. Et donc la friction qui serait mise sur les paiements instantanés nous empêche à ce jour d'avoir une proposition de valeur suffisamment solide pour des clients, parce que si on arrête 15 ou 20% de leur flux, évidemment, c'est pas quelque chose qui est actionnable pour le trésorier. Donc ça, c'est un des freins, l'une des frictions qu'il va falloir travailler dans le futur avec les différents régulateurs de ces différentes zones. Et compte tenu de la manière dont fonctionne le schème d'instant payment, j'imagine que si un flux est arrêté, ça se traduit par une impossibilité pour le client de le faire et donc un rejet de sa demande. Est-ce que c'est pas contre-intuitif en fait? Vous allez faire un virement instantané, puis vous avez tout bien rempli et crac, vous vous retrouvez avec une erreur. Est-ce que c'est suffisamment explicite? Est-ce que le client peut se dire ah bah oui, c'est normal, j'avais pas pensé, mais bien sûr, j'aurais jamais dû financer du terrorisme en instant payment. Oui, alors en général, nos clients financent pas du terrorisme, sinon on essaye qu'ils soient pas nos clients, Hervé, et heureusement, c'est pas très répandu. Néanmoins, bien sûr, c'est contre-intuitif. Bien sûr, c'est contre-intuitif. Bien sûr, c'est une difficulté à régler. La Banque Centrale Européenne souhaite, en travaillant ensemble avec les banques, trouver des solutions à ça. Mais ces solutions, elles ne sont pas évidentes parce qu'elles nécessitent l'harmonisation des attentes des régulateurs nationaux partout en Europe. Et quand bien même on est dans un territoire de forte confiance, la capacité à s'aligner à 100%, elle n'est pas si évidente que ça. Donc oui, c'est contre-intuitif. Ça fait partie des obligations que nous avons de filtrer et d'analyse sur des règles très larges. Et donc, s'il y a une homonymie avec une personne qui est listée pour des soupçons, on est obligé d'arrêter le paiement.
il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, sauf à trouver les solutions avec les régulateurs, ce qu'on s'emploie à essayer de faire. Et à propos d'homonymie, Bruno Mellado, j'ai rencontré des Mexicains qui portaient votre nom. C'est vrai. Et en fait, avec tous ces systèmes de détection, autant des sanctions, etc., c'est vrai que les homonymies, c'est un vrai sujet parce qu'il faut regarder que le Bruno Mellado n'est pas l'autre Bruno Mellado à chaque fois. Et donc, il faut aller regarder plus d'informations supplémentaires. Mais c'est vrai que si on voit les pays qui amènent des sanctions sur leurs paiements domestiques, il y a en Europe déjà le Luxembourg, l'Espagne, la Hollande qui décident de filtrer tous les paiements domestiques. Et donc dans ce cas-là, effectivement, faire un paiement instantané, ça peut s'avérer, des fois ça fonctionne, des fois ça ne va pas fonctionner. Je fais la comparaison à des cartes. Combien d'entre nous, on n'a pas acheté par carte dans un site marchand et des fois la carte ne passe pas pour une raison ou l'autre. En fait, sur l'instant payment, aussi, il y aura des cas dans lesquels le paiement instantané peut-être ne va pas passer parce que malheureusement c'est le nom qui ressemble à quelque chose. Et là, il va falloir aussi regarder comment le trésorier et comment les entreprises donnent différents moyens de paiement qui peuvent remplacer l'un l'autre parce qu'il ne sera pas infaillible dès qu'on n'a pas effectivement, comme dit Nicolas, essayé de harmoniser un peu les règles qui sont appliquées déjà à l'intérieur de l'Europe, je pense en priorité. Et après, si vous imaginez ouvrir ça sur des cas très intéressants à l'international, le sujet des filtrages et des sanctions va toujours amener une certaine incertitude au fonctionnement du paiement instantané. Peut-être plus sur les activités marchandes, les activités des ventes en ligne ou ventes sur place, que sur des cas des trésoreries dans lesquels on a un peu plus de temps pour régler la doute sur le filtrage. Mais sur les cas où on doit décider tout de suite, là, ça va être problématique. Ouais. Et donc maintenant qu'on a dit ça, hein, je pense qu'il y a effectivement des raisons pour qu'il y ait encore des frictions. Mais moi, je crois, et nous croyons chez Société Générale, que c'est une telle tendance de fond, ce paiement instantané, qu'il va nécessairement forcer nos régulateurs à trouver les bonnes solutions. La bonne solution en Europe, ça va être de considérer l'Europe comme un territoire souverain, un territoire domestique, j'allais dire, et de continuer de construire l'Europe des paiements. Cette tendance de fond sur l'instant payment, qui va être renforcée par des modalités de paiement à venir, comme le request to pay. Et ça, c'est très bientôt, c'est cette année, l'année prochaine. Tout ça va forcer tout l'écosystème à devenir plus efficace et à construire, à mon avis, cette Europe des paiements. Ce qui veut dire pour nos clients entreprises qui nous regardent aujourd'hui, qu'à mon avis, c'est le moment de se pencher très très significativement sur le sujet de l'instant payment, de voir comment ils peuvent en tirer une valeur pour leur trésorerie ou pour leur métier réellement, et de s'y adapter, parce que comme le disait Bruno, ce sont des adaptations pour le trésorier. Ça veut dire qu'il n'y a plus de cut-off time. Les transactions se déroulent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ce sont des changements assez structurels de la gestion et de l'optimisation de trésorerie. Bien sûr. Et pour ce que je vais faire, c'est que pendant que nous parlons là, je vais demander aux auditeurs, aux trésoriers en particulier évidemment, de répondre à un petit sondage que nous allons envoyer via ConnexMe. Donc voilà, j'imagine que vous le voyez apparaître. Et donc la question que l'on vous pose est très simple. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de GPI? Est-ce que vous utilisez GPI avec toutes vos banques ou pas avec toutes? Et est-ce qu'éventuellement vous avez fait une intégration spécifique pour pouvoir utiliser ce GPI directement dans vos systèmes? Voilà. Répondez à ce sondage pendant que nous continuons notre conversation et on pourra le débriefer ensemble à la fin de cette partie d'émission. Voilà. Alors, petite parenthèse quand même, comme vous l'imaginez, nous avons enregistré ceci il y a quelques jours. Nous passons maintenant, vous répondez au sondage maintenant, mais à la fin, surtout ne quittez pas, parce qu'à la fin, Bruno et Nicolas seront là de nouveau pour pouvoir répondre en direct aux questions que vous avez pu poser dans le chat. C'est ce qu'on appelle le distanciel proche, ou bien le virtuel réalisé. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez innovant, mais c'est ce que nous aimons faire à Univers SwiftNet. Alors une petite question maintenant de terminologie. Souvent quand on parle de GPI, on entend parler de corridor. Et je pense que tous les trésoriers ne sont pas familiers avec cette notion de corridor. Et alors là, Bruno, est-ce que tu pourrais en 2 minutes nous faire un petit cours sur les corridors?
Oui, bien sûr. Un corridor, c'est finalement deux pays dans lesquels on a un échange des messages de paiement international entre deux pays, par exemple entre la France et la Chine, pour mettre en évidence. Un corridor, c'est aussi par devise. Ça veut dire qu'on peut envoyer du dollar, souvent vers la Chine on envoie du dollar, on peut envoyer des yuan, mais l'objectif c'est d'avoir des corridors qui sont performants par paire des pays et devises. Et donc, par exemple, si je peux vous donner quelques éléments sur les paiements vers la Chine, par exemple, on voit que, et sur l'Asie, les combinaisons Allemagne-Chine, France-Chine, c'est des corridors très importants qui ont, à l'époque, quand on devait venir en mars présenter, on allait présenter qu'il y avait des croissances en moyenne 15% en termes des paiements reçus des Chines vers la France, par exemple. Aujourd'hui, malheureusement, cette croissance, elle est très, très petite, voire presque nulle, à cause de la crise, évidemment. Mais donc, c'est des corridors dans lesquels il y a un paire de pays et une devise. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce qu'effectivement, sur GPI, on essaye de créer avec Swift et avec les autres banques que tous les corridors puissent être performants. Mais évidemment, il y aura des corridors qui sont plus rapides à être adaptés parce que les banques qui sont dans ces deux pays investissent suffisamment pour rendre le service très compétitif. Il y aura d'autres corridors, d'autres pays un peu plus compliqués, avec des devises aussi qui sont compliquées. Et ces corridors, peut-être, ils vont être moins performants. Alors, aussi, il y a des services à part Swift. Il y a des concurrents à Swift toujours, on parle toujours des nouveaux entrants sur les paiements internationaux. Souvent, la différence, c'est qu'ils se focalisent sur un corridor. Et donc, pour un corridor spécifique, je ne sais pas, France, États-Unis, en dollars, ils peuvent être très performants. Mais l'objectif de Swift, par exemple, c'est de travailler sur tous les corridors possibles en essayant que toutes les banques puissent faire partie. Et comme ça, du point de vue trésorier, quand vous faites un paiement, vous ne vous posez pas la question est-ce que ce corridor est bon ou pas bon. On essaye que sur Swift, avec Swift, tous les corridors puissent arriver à augmenter en termes de visibilité, transparence et contrat, et performance des temps aussi, délai des temps. On a quelques statistiques pour montrer plus tard. Et donc ça, c'est un peu un corridor. Je ne sais pas, Nicolas, si tu veux ajouter quelque chose sur ma définition de corridor, pour voir si ça te va. Très clair, Bruno, merci. Ça me paraît très clair, j'ai absolument rien à ajouter. Ou peut-être qu'en complément, l'une des forces de Swift sur GPI, c'est justement la visibilité de toutes ces statistiques de qualité, quels que soient les corridors, ce qui permet de voir très clairement les zones sur lesquelles il y a encore des progrès à faire et donc de s'y atteler, ce qui renforce le système global. Et peut-être cette notion-là, pourquoi je la trouvais très importante, c'est parce que ça peut expliquer évidemment pourquoi une banque qui dit « je suis une banque GPI », en fait ne peut pas offrir à ses clients GPI, quel que soit le corridor et donc quelle que soit la destination et le couple destination-devise. Je crois que c'est important de l'avoir bien en tête pour éviter un bank bashing qui serait tout à fait malvenu. Merci. Ouais. Non, et par exemple, si je peux ajouter juste un exemple, sur la Chine, par exemple, on voit clairement que des paiements qui partent de l'Europe vers la Chine, ils vont performer seulement 6% de ces paiements, 6% arrivent dans 30 minutes, dans les 30 minutes. Par contre, si les paiements viennent de la Chine vers l'Europe, c'est plutôt 30-40% qui performent dans les 30 minutes de transit. Ça, c'est dû pas seulement au corridor, mais aussi c'est à les règles, et on revient à la régulation et à la conformité locale qui applique différentes règles. Et donc c'est important de comprendre le corridor pour savoir quel est le délai typique des paiements entre deux pays, quelles sont les spécificités de la devise qui vont amener plus de contrôle, plus d'informations. Et donc c'est toute une logique assez importante à gérer. C'est aussi pour ça qu'on voit des trésoriers souvent organiser des POBO, des Payment on Behalf Centers, parce que ça permet de centraliser la notion de gérer toutes ces complexités internationales. Et donc, si on a un grand groupe et on met tout ça dans une seule équipe pour le compte du groupe, on peut mieux gérer tous les échanges avec les autres pays, les devises, les investigations. Donc ça, c'est une tendance qu'on voit clairement et qui bénéficie pas mal des groupes. Et cette question de la devise, là on voit bien donc la manière dont les devises sont gérées d'un pays à l'autre peut être différente.
On va revenir au Mexique, Bruno, si tu permets, hein, mais je me souviens que c'était un exemple que tu trouvais intéressant, justement. Oui, en fait, comme on dit, le cordonnier, c'est quoi le comble d'un cordonnier? C'est que les chaussures de ses enfants ne soient pas... qu'il n'a pas de chaussures, je ne sais pas. Mais donc, moi, je suis mexicain d'origine, et s'il y a un truc qui me frappe beaucoup en être responsable des paiements, c'est la complexité de gérer le Mexican peso comme une devise dans laquelle, à tous les coups, tu sais que tu as les bonnes informations, et que ça va fonctionner jusqu'aux bénéficiaires. Et en fait, on a réalisé avec nos confrères et nos collègues des autres banques qu'en fait, le Mexican peso, c'est un sujet pour toutes les banques. Et c'est un problème aussi des règles des devises dans lesquelles, des fois, c'est 18 caractères, des fois, c'est 14 caractères. Et comme l'intérêt de la Banque centrale au Mexique, il est très élevé, chaque jour qui est perdu, c'est des centaines de milliers d'euros qui sont perdus. Donc, on a dû mettre en place des task force assez conséquentes pour s'assurer que les correspondants au Mexique puissent appliquer les règles de façon très stricte et éviter d'avoir des retards. Mais le problème n'était pas qu'un problème BNP Paribas. On parlait avec nos confrères et on avait tous le même problème. Si on parle de l'Asie, ça peut se répéter aussi. On a vu... la Thaïlande, par exemple, c'est un pays important en termes des paiements vers l'Asie depuis la France. La Thaïlande, c'est le 5e ou 6e pays. Le Thai baht aussi, c'est une devise compliquée. Donc, si on veut que ça fonctionne, il faut bien connaître la devise, ses spécificités, et que les banques puissent vous aider à comprendre comment mieux gérer cette devise. Ça, c'est important. Donc, un corridor, il faut tenir les deux pays et la devise en tête. Et peut-être, si je peux rebondir sur ce que disait Bruno il y a un instant, sur ta question, donc GPI, Instant et les frictions. Donc là, on a un petit peu discuté des frictions régulatoires, des régulations différentes sur des zones différentes. C'est effectivement l'une des frictions. Bruno a évoqué il y a un instant des modifications ou des différences opérationnelles. Les formats de fichiers ne sont pas les mêmes. Et là, on voit globalement l'avènement d'un format ISO 20022 qui se profile un peu plus largement. Nouveau sujet, important aussi pour les trésoriers, et qui va aider à la fois dans ces paiements internationaux d'un point de vue purement opérationnel, format de fichier, mais aussi d'un point de vue régulatoire, parce que ISO 20022, c'est plein de nouvelles informations dans le paiement, et ça va permettre de les traiter plus facilement en termes de compliance. Et puis le troisième sujet, malgré tout, qu'on n'a pas encore tout à fait abordé dans les frictions, c'est que ces paiements internationaux, ils sont effectivement très souvent liés à une opération de change, le change en devise, et qu'aujourd'hui, les marchés de capitaux, ils ne fonctionnent pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc par définition, un paiement avec un change ne va pas pouvoir se dénouer 24-24, 7 jours sur 7, parce que les marchés de capitaux ne seront pas ouverts. Donc tout ça, c'est trois choses, je pense, qui doivent évoluer et qui vont évoluer dans le temps. On le voit un petit peu, hein, il y a des initiatives régionales de paiement transfrontalier avec du change en temps réel. Je pense, si je pense à l'Europe, je pense à la Suède, la Finlande et le Danemark. Donc, ils ont un système qui s'appelle P27 aujourd'hui, et ils ont annoncé que ce système serait multi-currency real-time en 2021. C'est vrai en Asie, je crois que c'est la Thaïlande, Singapour, il y a un troisième pays. Même chose, 2021, système multi-currency, real-time. Donc ça veut dire qu'ils trouvent les solutions à ces difficultés de marché de capitaux. Ouais. Et là, donc, on est dans des, disons, solutions qu'on pourrait nommer régionales. C'est-à-dire que l'exemple des pays nordiques que tu as donné, j'imagine que ce n'est pas dans n'importe quelle devise. C'est dans les devises des pays nordiques, les différentes couronnes concernées. Bien sûr. Et l'euro, bien sûr. Bien sûr. Mais imaginez que ce développement régional devienne plus large à l'avenir, c'est le sens de l'histoire. Alors, ce ne sera pas simple. Quand des marchés de capitaux sont fermés, un change en devise, ça implique un risque de change, ça implique potentiellement un risque de crédit, ça peut impliquer un risque de liquidité. Et tout ça, bien sûr, c'est supporté soit par la banque, soit par l'entreprise. Il va falloir trouver les systèmes pour le gérer intelligemment, mais c'est réellement la manière dont les choses sont en train d'évoluer. Ouais. Mais peut-être c'est ce qu'on peut pas, c'est ce qu'on voit clairement, je pense tous, c'est qu'on va vers un monde de plus en plus temps réel dans tous les domaines. Donc il y a le paiement instantané qui nous le montre très clairement,
Mais c'est vrai que si on pense aussi à des clearings européens, des RTGS ou anglais ou américains, aussi, eux, sur les grands montants qui sont transactés entre les banques, ils vont aussi passer dans un mode de fonctionnement 24/7, real-time. Et la bonne nouvelle, c'est que tous, on va utiliser le nouveau même format, le ISO 2022. Et donc, c'est ce que disait Nicolas, c'est qu'en ayant un même format, ça va permettre un peu plus aussi de passer du monde paiement instantané vers un monde paiement internationaux, vers un paiement gros montant. Et ça va ouvrir des possibilités d'interactivité que je pense que la seule chose qui pourrait les freiner, c'est effectivement les différences des régulateurs, des régulations autour. Mais l'opportunité est là pour qu'un paiement vers l'Inde soit instantané et international en même temps, et que les informations soient complètes et la transparence parfaite. Donc on va dans ce chemin-là. La question, c'est à quelle vitesse et comment on adapte, nous tous, hein, les banques, mais aussi les trésoriers et les grands groupes, leur système et leur setup pour travailler 24/7, international, multidevises. Bon, ça va venir, c'est pas pour tout de suite, pas de stress, mais ça arrive. Les banques, les trésoriers, les fournisseurs de solutions logicielles, évidemment, et puis Bruno le mentionnait un petit peu plus tôt dans cette discussion, c'est une chose de faire le paiement, mais il faut considérer toute la chaîne jusqu'à la restitution d'informations en temps réel à l'entreprise, parce qu'elle l'a appelé par API ou parce qu'on lui a poussé. Et là encore, c'est un changement de paradigme pour les trésoriers d'entreprise, et donc des investissements et une réflexion globale sur la manière d'approcher la trésorerie de l'entreprise et de l'optimiser dans ce monde de temps réel. Donc tu emploies un mot magique, hein, API, ça fait partie d'une petite liste voilà, de mots magiques qu'il faut absolument employer aujourd'hui quand on fait un webinaire. Donc nous allons parler quelques instants peut-être des API. Alors il y a deux sujets qui m'intéressent en fait en ce qui concerne les API. Peut-être donc d'une part cette question d'API pour la gestion de la trésorerie et donc avec une question mais très précise qui est qu'aujourd'hui les API telles qu'elles ont été développées dans le cadre de la DSP2 à cause de cette question du consentement et du renouvellement du consentement les rend difficilement utilisables au niveau des entreprises. Donc quelle réflexion les banques ont vis-à-vis de ça. Et la deuxième question concernant les API, c'est est-ce qu'avec les API, on va réussir à rendre les paiements avec moins de friction dans le domaine de la compliance, donc de la conformité, pardon, la conformité réglementaire vis-à-vis de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme. Est-ce que là, il y a un domaine dans lequel vous avez des projets voilà. Donc c'est une question que je vous pose à tous les deux. Je l'ai posée en regardant Nicolas, mais je vais demander à Bruno de répondre d'abord. Oui, en fait, je dirais que les API, finalement, c'est ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est derrière le API. L'API en soi n'est pas ni nouveau, ni si magique que ça, c'est plutôt le fait que ça va donner un accès différent à un service qui peut-être n'existait pas avant. Donc, je vais vous faire la différence entre, par exemple, sur une trésorerie va recevoir un statement, un rapport de la journée, plutôt que de le faire de cette façon-là, il pourra le demander activement. Ou plutôt qu'attendre que sa compta reçoive un paiement, il va être notifié via un API éventuellement qu'il a été payé par le client qu'il attend qu'il paye. Donc ça ouvre des cas d'usage autour de la trésorerie surtout, je trouve, qu'avant n'était pas possible. Et c'est ce qu'on voit, c'est qu'on a autant des clients qui sont très forts en technologie et qui veulent commencer en utilisant des API pour initier des paiements, pour recevoir des reporting, et ça arrive, mais souvent c'est des clients ou des nouvelles entreprises avec une technologie assez importante. Et après, on a des entreprises qui préfèrent de rester sur des setups actuels très, qui tournent comme des petites machines et dans lesquelles l'instantanéité et toutes les nouveautés, en fait, ils doivent rentrer un peu plus tôt à être gérés de la même façon. Et donc, on a le monde de l'adoption des API pour faire des choses différemment. Et il y a la trésorerie qui doit s'adapter à des nouveaux moyens, mais qui veut garder un sort de cycle de traitement en face. Et les deux sont valables. Ça dépend de quelle est l'industrie, quel est le business en question.
Et l'autre aspect, c'est simplement l'accès à l'information. Utiliser des API pour accéder, vérifier le compte, être informé s'il y a une fraude. Comme tu disais, donner plus d'informations sur la compliance s'il manque une information supplémentaire pour que le paiement puisse partir. Et tout ça avec des API qui arrivent avec des applications du côté client, du côté de la trésorerie ou n'importe où dans l'organisation du client. Ça facilite d'éviter de passer par les mêmes points de contact usuels entre la banque et son client. Donc ça ouvre une autre façon de faire du self-servicing, du self-care, de réduire la friction entre le monde bancaire et le monde de l'entreprise. C'est comme ça que je le vois, mais bon, c'est très vaste, donc il y a plein de façons de répondre à cette question. Nicolas, je vais peut-être apporter un complément sur l'autre aspect de ta question, Hervé, qui était donc l'aspect de la DSP2. Et là, je vais faire un petit pas de côté pour donner un sentiment. De mon point de vue, je n'engage que moi là, de mon point de vue, la DSP2, c'est quelque chose qui a été poussé par la Commission européenne, en aucun cas pour répondre à un besoin spécifique et surtout pas des entreprises, mais par une approche un peu philosophique de volonté d'ouverture d'un système et de sécurisation. Et bien ces deux pattes-là. On voit aujourd'hui que la DSP2, en tout cas quand on regarde l'adoption et l'utilisation qui est faite par les fournisseurs tiers, les TPP dans le jargon de la DSP2, l'utilisation qui en est faite est pas si importante que ça, y compris des TPP historiques qui se connectaient autrement sur les sites des banques, continuent de le faire en se connectant autrement sur les sites de banques. Donc je ne suis pas certain de la très très grande valeur à court terme de la DSP2, et ce d'autant plus en effet que chaque API ou chaque communauté a développé des API qui ne sont pas exactement identiques et qui donc simplifient la vie de personne réellement. Et puis le troisième point que je voudrais rajouter sur la DSP2, c'est que si on peut effectivement imaginer que cette DSP2 apporte de la valeur, notamment dans le périmètre des clients particuliers. C'est un petit peu moins évident dans le périmètre des clients entreprises. Pourquoi ? Parce que le premier souci de l'entreprise, avant le paiement instantané, c'est la sécurité du paiement. Et je crois que là, les schémas existants, alors on est dans l'univers SwiftNet, on va dire avec Swift, donnent un niveau de sécurité et un niveau de confiance éprouvé que n'ont pas encore atteint les quelques entreprises qui proposent des accès par API DSP2. Maintenant, si je m'écarte de la DSP2 et que je reviens sur l'API, je pense que l'API, c'est l'élément de toute façon indispensable pour se connecter entre entreprises et banques en temps réel, et donc aller dans ce schéma qu'on a discuté un petit peu en avance, d'avoir des paiements en temps réel, de les exécuter en temps réel et de donner l'information en retour en temps réel. Et dans quelle mesure ça peut effectivement faciliter les sujets de friction qu'on parlait. Je pense que ça les facilitera parce que ça permettra une interaction en temps réel sur du question-réponse, là où on peut avoir un doute sur un paiement et qu'on a besoin de l'analyser. Donc la valeur ajoutée, elle est très évidente conceptuellement. À mettre en pratique, en revanche, ça prendra du temps parce qu'il faut que tout l'écosystème soit prêt pour ça, les fournisseurs de solutions et les clients et les entreprises pour pouvoir faire ce jeu de questions-réponses et permettre de faciliter ces paiements. Donc ce sont les briques fondamentales de cette vision, mais ça prendra du temps à réellement être efficace sur un large panel d'entreprises. Et peut-être juste le mot de la fin cette fois-ci. Donc cette question des API, on voit que c'est le mode de communication qui va être utilisé, disons, dans les années à venir et de manière assez certaine. Et ça vient par les particuliers, ça vient aussi maintenant largement dans les TPE, les PME. Tous les nouveaux services innovants fonctionnent à base d'API et d'open banking. Donc là, c'est très clair. Pour les grandes entreprises, il y a la question de la multibancarité, donc de l'homogénéité de ces API. Et donc, est-ce que finalement, la bonne nouvelle ne serait pas que Swift s'occupe d'aider les banques avec son rôle de coopérative pour faire en sorte qu'on ait un set minimum d'API qui permettent en toute sécurité, via le réseau Swift, pourquoi pas, en toute sécurité, d'offrir des services présentés au moins de manière la plus commune possible pour qu'on puisse déployer du temps réel aussi bien qu'on a pu déployer du SwiftNet en batch.
Oui, alors moi, je pense que tu as tout à fait raison, Hervé. Je crois que on aura la valeur maximum lorsqu'il y aura une interopérabilité des différentes API pour que ce soit simple pour le client, l'entreprise et son trésorier d'interagir avec les différentes banques avec lesquelles il travaille. Donc ça c'est une certitude. On ne peut pas imaginer que toutes les banques du monde vont se mettre d'accord entre elles pour construire des API normalisées. Ce serait ubuesque. Donc bien sûr, pour arriver à ce but que tu énonçais, on a besoin d'avoir, un middleman qui pose des standards d'API. Et le rôle de Swift, dans son rôle de certification, peut tout à fait, et d'ailleurs c'est la stratégie de Swift, que d'aller dans ce sens pour proposer des API normalisées et intermédier donc de la même manière un client avec ses différentes banques pour faciliter la vie du trésorier d'entreprise. Ouais. Bruno Oui, non, mais c'est ça, c'est la vision qu'on a tous, c'est que si on peut s'imaginer comment les paiements vont changer du fait qu'on pourra prévalider avec des API que le paiement va arriver à la banque, imaginons une banque en Argentine qu'on ne connaît pas, savoir que les données sont déjà prévalidées, que les comptes appartiennent vraiment à cette personne-là et que les informations de routing sont correctes. Donc ça va changer le fait que déjà, avant d'envoyer le paiement, on va pouvoir valider ce paiement. Ça amène énormément de bénéfices. On va pouvoir aussi enquêter sur les statuts de paiement, où est-ce qu'ils se trouvent. On va pouvoir enquêter sur le coût de paiement à l'avance. Donc ça va amener de nouveau une deuxième révolution, selon moi, sur les paiements, qui va nous donner une certitude, parce qu'à la fin, c'est ça le mot, c'est la certitude que mon paiement va arriver, combien de temps ça va prendre, combien ça va coûter. Et aujourd'hui, on a aussi le sens inverse. Et comme trésorier, c'est très important. Je sais qu'un paiement va arriver. Il vient vers moi. Il est de tel montant. Et la banque va pouvoir aider à savoir, OK, je veux être averti quand le paiement dépasse un certain montant. Et pour la prévision de trésorerie, c'est très important d'être au courant quand les paiements vont arriver dans certains montants, certaines devises. Ça va permettre de mieux placer, de mieux anticiper des changements. Donc, et tout ça est possible déjà aujourd'hui, mais ça va se sophistiquer un peu plus avec l'utilisation des API qui, je pense, il faut les voir comme des services autour d'un flux de paiement. Et là, la fraude, la compliance, la liquidité, les coûts et le délai, tout ça pourra se répondre avec un simple appel des API. Beaucoup facilité par des prestataires, par les sociétés de technologie, évidemment. Ils vont permettre d'accéder à ça directement. Mais aussi, les entités marketing des différentes entreprises peuvent aussi voir comment leverager ça pour mieux servir le client ou faire un service de suivi des paiements beaucoup plus facile pour déclencher des événements clients. Et c'est ça qui permet l'utilisation d'informations et des API dans nos jours. Voilà, mais donc merci Nicolas et merci Bruno. Et donc instantanément et sans friction, nous nous retrouvons tous à l'intérieur du Zoom pour répondre aux questions que vous avez posées pendant 45 minutes dans ConnexMe. À tout de suite. Voilà, eh bien nous vous l'avions promis, nous sommes de retour dans le Zoom. Voilà, donc maintenant nous allons pouvoir répondre à toutes les questions qui nous ont été posées à travers l'interface ConnexMe. Alors, je vais prendre une première question. Donc, je crois que c'est Nicolas qui a parlé des systèmes de paiement en temps réel qui étaient transfrontaliers et notamment de ce qui se fait entre la Thaïlande et Singapour. Alors, on a un petit sondage, donc un petit vote, disons. Quel est le troisième pays que Nicolas a oublié? Donc, Nicolas, est-ce que c'était l'Indonésie, la Malaisie, la Birmanie ou bien aucun parce qu'il n'y en avait que deux? Est-ce que tu connais la bonne réponse? Alors, j'ai regardé le sondage, merci. Je crois que beaucoup ont dit qu'il n'y en avait que deux. Tu me prends un peu de cours, mais je dois dire que quand on a enregistré cette séquence, j'ai revérifié après quand même. Et c'est bien la Malaisie, il y en a trois. Le troisième pays, c'est la Malaisie. Eh bien, donc, voilà, merci Nicolas. Le troisième pays est la Malaisie. Voilà, donc c'était cette première question que j'avais notée. Sinon, peut-être quand même de manière assez intéressante, je crois qu'on a un sondage qui m'intéresse, qui est le résultat du vote sur le TMS. Est-il prêt à gérer la trésorerie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an?
Et là, bon, on voit quelque chose qui est assez intéressant, c'est que 44% des répondants pensent que non et que 40% des répondants pensent je ne sais pas. Ce qui veut dire qu'en fait, on n'a que 16% probablement des répondants et donc on peut imaginer des trésoriers et donc peut-être 16% des éditeurs qui sont tout à fait prêts à gérer la trésorerie en permanence, c'est-à-dire à recevoir des informations bancaires en permanence et à agir intelligemment sans avoir besoin évidemment d'intervention de l'utilisateur pour répondre à ces informations. Alors, je ne sais pas, Bruno, toi, ça te paraît beaucoup, pas beaucoup? Et est-ce que dans BNP Paribas, pour les systèmes que vous offrez à vos clients, je pense à ConnexMe, donc des systèmes peut-être destinés à des clients plus petits, vous avez quelque chose voilà, pour ça? Oui, bon, Connexis, c'est le produit. Mais en fait, ça ne m'étonne pas. Et en même temps, on sait que la plupart des providers des systèmes, des trésoriers, ils vont devoir être au rendez-vous pour traiter du instant. Et dans les réunions avec d'autres, les grandes réunions bancaires, il y a des fournisseurs de services TMS qui viennent nous voir pour dire, écoutez, on doit se mettre tous en API et real-time. Mais pour faire quoi, en fait? Et ça, c'est la question souvent qui arrive. Mais en fait, tous les grands éditeurs, ils doivent pouvoir gérer des API en real-time et l'intégrer. Donc, les trésoriers vont avoir des services qui permettent de faire ça. Nous, comme banque, on doit ouvrir les services, accepter de donner les informations en API. Donc, nous, on a un rôle à jouer, mais c'est les systèmes de la trésorerie qui doivent se mettre à jour, et pas seulement les systèmes, mais les process. Les process des trésoriers vont devoir aussi s'adapter. Dans une petite histoire, il y a un trésorier qui s'est levé dans une séance une fois, il m'a dit « mais je ne veux pas travailler le week-end, je ne veux pas travailler après 17 heures ». Donc, c'est vrai que c'est la question comment tu fais pour garder un peu de sérénité dans la trésorerie tout en ayant plus de paiements internationaux qui arrivent dans les heures qu'on ne les attendait pas. Une question peut-être aussi, enfin, ou une question qui est importante. En fait, donc l'un des participants nous parle des frais pour les instant payments et du frais qui est facturé aux particuliers. Et ces frais donc peuvent paraître assez élevés finalement. On parle en moyenne peut-être de 1 euro en tout cas en France, avec certaines banques qui vont jusqu'à 2 ou 3 euros. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop ou bien au contraire, non, c'est un service qui a de la valeur? Peut-être Nicolas pour commencer ou quelle est un peu votre stratégie là-dessus? Merci Hervé. Je crois que ce qu'il faut voir, donc je comprends bien entendu la question, hein. Ce qu'il faut voir, c'est que les projets qui ont été nécessaires dans tous les établissements bancaires pour mettre en place l'instant payment sont des projets extrêmement lourds. Et donc, bien entendu, il y a une réflexion derrière de tous les établissements pour partager un peu de cette valeur ou récupérer un peu de cette valeur. Je crois que c'est dans ce cadre-là qu'il y a chez certaines banques des tarifications qui peuvent être plus particulièrement élevées. Vous verrez aussi certaines banques, hein, et c'est le cas de Boursorama, par exemple, pour le groupe Société Générale, qui font ces instant payments gratuitement. Euh, Maintenant, avec l'adoption qu'on a mentionnée, et quand on regarde en Europe certaines communautés qui basculent massivement sur l'instant payment, on peut bien entendu prévoir que ces coûts ou ces tarifs d'instant payment vont baisser dans les années qui viennent, au fur et à mesure que l'adoption sera plus large. Et Bruno, ton Oui, sentiment sur cette question? mais c'est une décision un peu aussi qui est différente marché par marché. Donc, chaque pays a sa propre dynamique commerciale aussi entre les paiements individus et entreprises. Et je dirais, on va voir plutôt des évolutions très importantes, je pense, sur cet aspect-là, plus par la nature de la concurrence entre les banques, en fait, qui va un peu jouer là-dessus. Je pense que ça, on va voir évoluer. Il faut peut-être juste rappeler un truc. Sur les paiements instantanés, il y a une liquidité qui part tout de suite. On n'a pas ça. Quand on fait un paiement, ce n'est pas normal. Ça va prendre 6 heures. Ça dépend à quel moment on le fait. Quand on fait un paiement instantané, il y a une liquidité qui part et il y a aussi une gestion de la fraude. Il y avait un commentaire sur le risque des fraudes, etc., qui doit aussi pouvoir se faire en real time. C'est-à-dire si on envoie un paiement, il est parti et on n'a pas détecté la fraude real time, on a aussi probablement des pertes possibles au niveau des systèmes bancaires. L'Allemagne l'a vécu. Dans les premières semaines, ils ont vu une augmentation de la fraude assez importante.
Donc, je pense que collectivement, on va voir ces services évoluer et rapidement changer dans chaque marché de façon un peu différente. Et effectivement, comme Nicolas l'a dit aussi, il y a des pays dans lesquels le mouvement s'est fait massivement. Donc, il n'y a pas de différence entre paiement instantané et classique. Donc, je pense que ça va évoluer très fortement d'ici fin d'année. Alors, on avait vu donc dans la directive sur les services de paiement, hein, la première, et puis ça a été poursuivi par la seconde, une volonté d'harmonisation des frais. Est-ce qu'on peut imaginer donc que la Commission européenne s'empare de cette question et tente une réglementation des frais sur les instant payments? Alors, je crois qu'on peut tout imaginer, Hervé. On va essayer d'éviter de leur donner des idées complémentaires, mais on peut en effet tout imaginer. Mais je pense que le principal point qu'il faut rappeler, comme le disait Bruno, c'est que derrière l'exécution du paiement, il y a un certain nombre de services qui sont associés. Des services de lutte contre la fraude, des services de lien avec tous les intermédiaires de la chaîne de paiement. Et que bien sûr, pour faire ça, il y a des systèmes, il y a des gens, ça coûte quelque chose en fait. Donc, il y a une valeur dans le paiement. Donc, bien sûr, encadré pour faire en sorte que les commissions soient les moins importantes possibles. Ça a plein de sens. Ça a beaucoup plus de sens pour les particuliers, sans doute aussi. Pour les entreprises, on est dans une relation contractuelle où toutes les choses se négocient. C'est le sens de l'histoire, probablement. Voilà. Maintenant, j'espère que la régulation portera plutôt sur d'autres aspects, et notamment sur la simplification des différentes règles qui ne sont pas homogènes. Ouais, merci Nicolas. Une petite question donc, qui effectivement est intéressante. À quoi sert de faire un nivellement des comptes le week-end? Est-ce que les banques vont offrir de l'instant placement? Alors on ne doit pas dire placement évidemment, donc on va dire du placement instantané ou bien de l'emprunt court terme instantané, de l'activation de lignes de crédit instantanées. Voilà. Un peu quelles sont les perspectives, et effectivement je pense que pour les trésoriers c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on doit en cours de week-end, en cours de nuit, gérer des encaissements qui peuvent être importants, si on ne peut rien faire de ce cash, c'est embêtant, mais surtout si on doit gérer des décaissements imprévus importants, bon, il faut quand même avoir le cash. Bruno, tu veux? Oui, non, j'allais dire qu'en fait, c'est une très bonne question et je pense qu'on voit l'histoire s'est dérouler. C'est qu'on tire sur une ficelle, on fait des paiements instantanés. On peut aujourd'hui anticiper les paiements gros montants qui arrivent d'une autre région. On voit que les systèmes bancaires vont passer en 24/7 aussi. Et donc, on peut imaginer clairement qu'il va y avoir des services aussi qui vont se créer pour le placement, pour anticiper des encaissements et des paiements. Et c'est là où on va devoir jouer sur l'automatisation et sur l'intelligence. Je ne vais pas l'appeler intelligence artificielle, c'est un peu surfait, mais plutôt les règles. De dire, voilà, je vais recevoir un tel montant, je sais déjà où le placer et il va devoir avoir une offre de placement. Je pense qu'on voit une révolution quelque part dans la façon de faire les choses, même dans le week-end et 24/7. Et ça ne va pas être d'un jour à l'autre, mais tous ces services-là qui sont connexes, ils vont devoir exister, ils vont se créer, certainement. Je suis convaincu. Oui, merci. Alors, peut-être pour terminer, donc, on a parlé un peu de GPI, de Swift, etc. Et donc, je voudrais juste rappeler donc, à tous nos auditeurs que vous aurez des ateliers autour de GPI, notamment un atelier assez important sur ce qu'on appelle prévalidation. Prévalidation, c'est, Bruno vous en a parlé un peu, c'est quelque chose qui vous permettra de faire en sorte que le paiement que vous allez envoyer soit validé de manière à ce que quand vous allez envoyer le paiement, il n'y ait aucun problème qui puisse survenir. Tous les problèmes auront été vus éventuellement à l'avance. Le compte du bénéficiaire, l'adéquation entre le compte du bénéficiaire et le nom du bénéficiaire, etc. Voilà, donc un atelier sur prévalidation qu'il ne faut pas manquer. Et puis nous aurons aussi une session plénière avec Swift sur la question des API. Donc on a vu là que le rôle de Swift pour que nos API puissent être interbancaires va être assez essentiel, en tout cas à l'international et pour les grandes entreprises. Et donc voilà, nous aurons une session plénière au mois de mai dans laquelle nous parlerons en priorité de Instant Treasury. Je vais essayer de le dire en anglais. Et donc, voilà, donc avec Swift. Voilà. Écoutez, je crois que nous avons tenu notre
première session d'Univers SwiftNet 2021 de manière tout à fait différente et pas tout à fait comme on l'aurait rêvé. J'espère que, en tout cas pour vous, c'était intéressant. J'espère que vous avez bien pu suivre et j'espère que vous continuerez à nous suivre. Donc, prochaine session, 4 ateliers jeudi prochain, jeudi à 17h, 4 ateliers et donc vous recevrez les emails pour pouvoir vous connecter. Voilà. Bruno, merci beaucoup d'avoir accepté de faire le déplacement depuis Bruxelles. Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté de faire le déplacement depuis la Société Générale à la Défense. Et à vous tous, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous rejoindre via ConnexMe. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Evenium qui a fait d'énormes développements pour que nous puissions tenir cet univers SwiftNet avec ces solutions de mix entre du préenregistré et du direct. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Hervé. Et à jeudi, 17h.